Bien, chers collègues, nous allons pouvoir démarrer cette réunion, Madame la Présidente. Mes chers collègues, la Commission des affaires économiques, après avoir entendu les représentants du monde agricole au cours des 2 dernières semaines, nous allons entendre cette semaine les grands acteurs du monde du logement afin de faire le point sur les difficultés et les attentes de ce secteur essentiel à la fois pour notre économie et pour la vie évidemment quotidienne de nos concitoyens. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Emmanuelle Cos, qui est présidente de l'Union sociale pour l'habitat, que nous remercions évidemment d'avoir bien voulu accepter de retarder un peu l'horaire de l'audition au regard de l'actualité et afin de tenir compte du débat sur la déclaration politique générale du Premier ministre. Madame Cos, vous êtes accompagnée de Monsieur Antoine Galewski, directeur des relations institutionnelles et parlementaire, et de Monsieur Christophe Bellego, directeur des études, à qui nous souhaitons évidemment la bienvenue. Nous le savons, les Français peinent à se loger. Le niveau élevé des taux d'intérêt a rendu très difficile l'accession à la propriété, malgré de légères baisses de prix à la vente depuis 1 an. Et l'offre de location dans le parc privé reste insuffisante et trop chère. C'est sans doute ce qui explique que le nombre de demandes de logement social ait atteint cette année le record de 2,7 millions, dont 1,8 million provenant de ménages n'ayant jamais vécu en HLM. Dans ce contexte, notre commission entendra donc avec beaucoup plus d'intérêt votre point de vue sur l'évolution de la production de logements sociaux, mais aussi sur le nécessaire soutien à leur rénovation énergétique, qui est un sujet extrêmement important. Nous connaissons actuellement une crise importante du logement neuf, avec une chute des ventes et des permis de construire délivrés. Or, le logement social joue dans ce contexte un rôle contracyclique primordial. Pourriez-vous nous indiquer si les bailleurs sociaux sont en mesure de relancer la construction neuve, notamment celle de logements sociaux, et combien d'agréments devraient, selon vous, être délivrés en 2024 pour faire face à ce défi? Par ailleurs, notre commission avait prévu, avant la dissolution de l'Assemblée, de vous entendre au mois de juin dernier concernant le projet de loi sur le logement abordable dont l'examen était envisagé. Alors à ce stade, nous ne savons pas si ce projet de loi arrivera sur notre table, mais dans le doute, pourriez-vous nous dire aujourd'hui comment vous percevez ce texte ? Nous aimerions aussi connaître vos attentes s'agissant des moyens financiers qui pourront être consacrés au logement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025. Ça arrive bientôt. Comme vous le savez, nous attendons avec impatience sa présentation pour que notre commission puisse l'examiner dans le cadre de son avis sur les crédits du logement. Il semblerait que des coupes budgétaires aient été prévues en matière de logement social dans le cadre des lettres plafonds adressées par Bercy aux autres ministères. Pourriez-vous nous renseigner à ce sujet si vous en avez connaissance? Je pense notamment à l'aide de 400 millions d'euros par an qui avait été prévue pour la période 2024-2025, 6 pour soutenir la rénovation énergétique. Il semble qu'elle pourrait ne pas être reconduite en 2025, alors même que la résorption des passoires thermiques est une obligation légale. Si vous pouvez nous informer du degré d'information que vous avez à votre niveau. Et peut-être pour finir, vous interroger sur vos propositions en matière de prévention de la perte d'autonomie des allocataires, propositions que vous avez formulées à l'occasion du congrès de l'USH, étant tenu pas plus tard que la semaine dernière à Montpellier. Il est évident que la perte d'autonomie ne peut se limiter à la création de places en établissements médico-sociaux. Les Français aspirent et doivent pouvoir vieillir à domicile en toute sérénité. Donc, quelle politique vous nous proposez de mettre en œuvre pour faire du maintien à domicile une réalité concrète et adaptée à nos aînés? Est-ce que le dispositif MaPrimeAdapt, qui a été esquissé lors du Conseil national de la refonte du logement, vous paraît une bonne solution? En tout cas, merci encore, Madame la Présidente, d'être à nos côtés pour voir ensemble comment nous pouvons contribuer à améliorer la situation de notre logement, du logement dans notre pays, au bénéfice de tous. Je vous cède donc la parole pour une quinzaine de minutes, après quoi nous entendrons les orateurs de groupe pour 4 minutes, réponse comprise, mais je crois qu'on vous a expliqué le mécanisme de notre commission, puis les orateurs individuels pour 1 minute
par question. Donc j'invite les collègues à s'inscrire pendant que Madame Emmanuelle Cos nous fait sa présentation. Merci beaucoup. Merci Madame la vice-présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Je vous remercie pour cette audition qui en effet avait été prévue dans la précédente commission, mais a été renouvelée ici dans un contexte particulier puisque j'ai vu que vous alliez auditionner un certain nombre d'acteurs du logement. Et je vous remercie pour cette attention parce que la situation actuelle du logement mérite que les parlementaires examinent l'ampleur de cette crise et que l'on puisse discuter ensemble des solutions à trouver en urgence, à court terme et à moyen terme. Tout d'abord, et sans rentrer vraiment dans le détail parce que ce n'est pas l'objet de mon audition, mais la crise du logement, elle est en fait particulièrement forte et d'une très grande ampleur actuellement, et elle dure. Et c'est pour ça qu'elle commence à porter avoir un impact extrêmement fort dans l'ensemble des territoires, parce qu'en fait, on a un cumul de situations difficiles, un marché de l'accession qui est complètement bloqué depuis la remontée des taux, un parc locatif locatif privé qui n'arrête pas de se réduire et qui est de moins en moins disponible. Et je parle devant la députée Anne Aiglemer qui a beaucoup analysé ça, mais c'est extrêmement rapide. Et donc, on a des bouleversements de marché localement qui se fait en moins d'un an avec une disparition très, très forte de logements à louer et une recherche de la part de nos citoyens de logements à loyer abordable de plus en plus forte, et ce qui explique en partie l'augmentation que l'on connaît depuis le lendemain du confinement de 2020 en matière de demande d'un logement HLM. Au 30 juin 2024, nous sommes à 2,7 millions de ménages. J'insiste bien sur le fait que ce sont des ménages et pas des personnes. 2,7 millions de ménages qui sont en attente d'un logement social, 1,8 million qui sont en attente, qui ne sont pas dans le logement social aujourd'hui, et le reste qui demande une mutation, soit pour des logements plus petits, soit pour des logements plus grands, soit pour des enjeux de mobilité professionnelle. En moyenne, jusqu'à l'année dernière, nous réalisions un peu plus de 420 000 attributions par an. Je dis en moyenne parce que depuis ces derniers mois, on a un taux de rotation de plus en plus, qui diminue. Et donc, nous pensons que cette année, en 2024, nous attribuerons moins de 350 000 logements. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de rotation dans le parc locatif, qui est très lié quand même, d'une part, à ce que j'ai dit sur la difficulté à acheter dans l'accession, mais aussi à trouver du parc locatif privé à louer. Cette demande, elle est très forte. Elle a une particularité par rapport à une vision qu'on pouvait avoir il y a une dizaine d'années sur le demandeur HLM. Aujourd'hui, le demandeur HLM majoritaire, c'est une personne seule ou une personne seule avec un enfant. Et c'est la forme des ménages vraiment majoritaires et qui ressemble beaucoup à la société. Plus de la moitié des demandeurs sont des actifs, dont beaucoup ont un revenu qui est autour du SMIC et qui n'arrivent pas à se loger à proximité de leur travail. Nous avons aussi, ça dépend évidemment des régions, mais on voit arriver des demandeurs HLM autour de 60 ans, donc des personnes qui cherchent à rentrer dans le logement social quelques années avant leur départ à la retraite, anticipant une perte de revenus considérable. Par ailleurs, et pour ne pas vous donner trop de chiffres, mais évidemment, nous pourrons vous transmettre l'ensemble des chiffres analytiques de la demande HLM, mais aussi de qui vit dans les HLM. En ce qui concerne les locataires HLM, environ 11 millions de personnes, plus d'un tiers vit sous le seuil de pauvreté. C'est beaucoup plus que dans la population générale. Et par exemple, on a fait une analyse sur nos locataires qui ont plus de 65 ans, qui sont un peu moins d'un tiers aujourd'hui. 10% de nos locataires ont plus de 74 ans. Il se trouve que dans cette analyse, on voit qu'aujourd'hui, ces locataires donc seniors sont 22% à vivre sous le seuil de pauvreté. Ils ne sont que 9% dans la population générale. Je me permets d'insister sur ces chiffres-là parce que notamment, et sans anticiper votre question, Madame la vice-présidente,
Quand on voit que 22% de nos locataires âgés vivent sous le seuil de pauvreté, on sait d'ores et déjà qu'ils ne seront pas en capacité d'aller seuls dans un établissement de prise en compte de leur perte de dépendance, puisque le coût moyen d'un EHPAD, les moins chers, sont autour de 2100 €, même s'il y a une prise en charge, évidemment, par pas mal de prestations. Mais il me semble important de soulever cela, car ce que l'on voit, c'est quand même des profils de locataires qui restent plus impactés par la pauvreté et les revenus modestes que le reste de la population nationale. Et ce qui explique aussi, évidemment, qu'ils peuvent rester dans le logement social longtemps, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Cette situation du logement social, elle se fait dans une baisse des permis de construire qui est considérable. Alors, à force de voir les chiffres dégringoler, c'est vrai que c'est un peu difficile de les enchaîner, puisque on est vraiment sur... En gros, on a estimé en juin 2024 qu'on était à 347 000 logements autorisés à la construction. Donc, c'est une perte déjà considérable par rapport à des années où on en enregistrait plutôt 480 000, voire un peu 500 000. Les réservations des logements près des promoteurs sont en dégringolade. Et donc, si ces logements ne sont pas réservés, achetés par des particuliers, ce sont des logements qui ne vont pas être relancés. Et ce qui explique en fait que toute la machine de production du logement, que ce soit du logement privé, du logement social, est grippée, parce qu'il n'y a plus du tout cette dynamique commune, puisque beaucoup de programmes privés et sociaux se font en même temps, notamment pour des enjeux de mixité sociale. En matière de production de logements sociaux, depuis 2018, on assiste à une baisse constante des agréments. Donc les agréments, c'est le nombre de programmes que nous lançons qui ont une autorisation administrative, qui vont faire l'objet ou qui ont déjà eu l'obtention d'un permis de construire et qui donc vont être réalisés dans les années. Après, l'agrément, on a 7 ans pour l'exercer, puisqu'il y a aussi malheureusement beaucoup de projets qui peuvent faire l'objet de recours. Mais quand on délivre un agrément, c'est un dossier qui va se faire. L'année la plus haute, c'était 2016, avec 123 000 agréments de logements sociaux. C'était l'année la plus forte de la production dans la décennie 2010. L'an passé, nous étions à 82 000 agréments, qui est un des chiffres les plus bas sur 40 ans. Si vous regardez les chiffres sur les 40 dernières années, puisqu'en fait, de tout temps, depuis 40 ans, l'État, les pouvoirs publics et les besoins des collectivités annonçaient toujours un besoin entre, à minima, 100 000 à 120 000 logements. Et dans de nombreuses années, nous en avons fait 110 000. Et l'année 2024 ne s'annonce pas meilleure, puisqu'il y a objectivement pour l'instant aucune augmentation, en tout cas dans les enquêtes que nous avons réalisées pour le congrès HLM, nous ne voyons pas d'une relance du sujet. Donc la situation, elle est difficile. Elle est très difficile parce que, d'une part, il y a un besoin en logement qui est très fort, qui s'exprime notamment dans des territoires où la dynamique économique est là, et notamment en termes d'emploi. Et on voit bien que ces bassins d'emploi et cette dynamique économique, elle n'est pas obligatoirement dans des secteurs où il y aurait du logement vacant ou disponible. Et par ailleurs, on aura des mutations très fortes à faire sur le parc de logements, et c'est notamment le cas dans le parc social, puisqu'une partie de ce parc a été construit, on va dire, dans les 30 glorieuses. Une est construite plus récemment. Et un des enjeux sera aussi d'avoir un parc social qui s'adapte en termes de taille, puisque la forme des ménages évoluant, on n'est plus sur des ménages de 4 personnes, mais plutôt des ménages de 1 à 2 personnes, qui a des enjeux très forts de restructuration au-delà des obligations de rénovation. Pour revenir à vos questions, et j'essaie de tenir évidemment le timing. Les moyens financiers. On n'arrive pas à une situation de crise par hasard. En tout cas, c'est la lecture que j'ai de ces événements. Et cette crise, elle arrive après des choix politiques qui ont été opérés dans la loi de finances 2018, qui a été de ponctionner sur son chiffre d'affaires les bailleurs sociaux, puisque nous est ponctionné ce qui s'appelle la réduction de loyer de solidarité, l'acronyme c'est RLS, qui est pris sur nos recettes de loyer pour les injecter dans le budget des APL. Ce fut 800 millions, puis 900 millions, puis 1,3 milliard, qui n'est aujourd'hui pas compensé, qui ne fait l'objet d'aucun accord de la part des bailleurs sociaux. Il y a eu une phase contractuelle avec Édouard Philippe en 2019-2022, mais cette phase-là est finie.
1,3 milliard qui est compensé, qui est pris sur notre chiffre d'affaires, qui n'est pas compensé. À quoi il faut ajouter que les règles sur la TVA réduite ont été changées et elles ont été donc amoindries, et un certain nombre d'autres d'éléments de compensation financière qui ont disparu. C'est donc plus de 14 milliards d'euros qui a été pris sur les bailleurs sociaux depuis 2018. 14 milliards qui n'ont pas été réinjectés dans l'économie du logement. Et elle a été réinjectée dans le budget national. Et la discussion que nous avons avec les pouvoirs publics successifs depuis maintenant plusieurs années, c'est justement de retrouver les moyens de cette réduction de loi de solidarité, c'est 1,3 milliard, pour les réinjecter avec des objectifs territorialisés de production et de rénovation. Et donc, on ait une contractualisation très forte pour que cela soit investi. Parce que le métier d'un bailleur social, au-delà de loger un locataire, de faire la gestion locative, de l'accompagner dans sa vie, c'est d'investir localement pour mener des travaux de construction, de réhabilitation, des emplois qui ne sont pas délocalisables, soutenir la filière du BTP au niveau local et investir aujourd'hui. Le secteur HLM aujourd'hui, c'est entre 14 et 20 milliards d'euros qu'il investit par an dans l'économie. On peut vous décliner les chiffres, y compris à un niveau régional, voire départemental. Donc c'est un enjeu important que les mesures demain prises dans la loi de finances, et en comprenant évidemment l'équation financière qui est difficile, mais le pire serait d'avoir des mesures d'économie drastiques qui amèneraient à une récession de l'activité, et notamment dans des territoires où les bailleurs sociaux sont le premier donneur d'ordre en matière de travaux. Parce que c'est le cas dans beaucoup de territoires où nous sommes d'ailleurs chargés aussi de construire les collèges, les gendarmeries, voire de procéder, et c'est un peu le rôle des organismes HLM, de supporter des programmes comme Action Cœur de Ville, de refonte des bourgs privés. Ce que l'on sait des lettres plafonds, ce que l'on m'en a lu, puisque je ne les ai pas vues et je ne suis pas certaine que vous-même vous les ayez encore, c'est que dans le budget qui est dans les lettres plafonds, il a été décidé deux choses. Il semblerait donc que cette réduction de loyer de solidarité serait augmentée, ce qui serait catastrophique pour nous. Et ensuite, l'État gèle une aide à la rénovation qui avait été proposée pour les bailleurs sociaux pour l'éradication des patrimoines les plus énergivores, les classes EFG. C'est une aide que vous avez votée dans la loi de finances précédente, qui était dans la loi de finances précédente à hauteur de 1,2 milliard distribuée sur 3 ans. 400 millions d'euros pour aider les bailleurs avec une subvention au logement autour de 5 à 10 000 euros pour réhabiliter les EFG et pour amener un petit moyen de soutien financier puisque nous n'avons pas d'autre aide sur ce sujet-là. C'était un peu le pendant de ma prime rénov pour les particuliers. Aujourd'hui, des informations que nous avons sur les 400 millions qui étaient prévus d'être distribués dans l'année, les bailleurs ont déposé leur dossier. Nous avons déposé pour plus d'1 milliard de dépenses de dossiers qui sont éligibles. Néanmoins, nous avons appris que, semble-t-il, il ne resterait plus que 150 millions, le reste étant gelé pour 2024. Et les enveloppes 2025-26 radiées, je ne sais pas comment dire, en tout cas inexistantes. Ce qui est pour nous quelque chose qui est vraiment un coup de massue. D'une part parce que ça veut dire que la parole de l'État, elle ne tient même pas 6 mois. Alors que ça a été une volonté de l'État de nous aider à décarboner et de faire de nous des leaders de la décarbonation de l'activité de rénovation. Deuxièmement, les dossiers sont engagés. Et donc, la question est de savoir si on est capable de les porter tous dans le rythme qui était prévu. Et enfin, comme le gel a été fait de manière très univoque, il y a des territoires qui n'ont rien eu gelé et d'autres qui ont toute leur aide gelée, ce qui fait qu'il n'y a même pas une distribution équitable du reste chose. Donc ça, c'est un enjeu évidemment très fort et j'aurai l'occasion d'y revenir si vous le souhaitez. Enfin, pour revenir à la question de la prévention de la perte de l'autonomie des locataires. D'une part, nous avons beaucoup de locataires âgés, mais y compris, je vous le dis, plus de 10% qui a plus de 74 ans et qui en fait va finir ses jours dans nos logements ou qui ne déménagera que peut-être dans un établissement pour perte d'autonomie, mais pas que. Nos réponses, elles sont multiples. La première, c'est l'accompagnement social de nos locataires et notamment sur l'accès aux droits, parce qu'on s'est rendu compte, notamment au moment du confinement, mais aussi dans la crise énergétique avec le coût de l'énergie, on a fait beaucoup de permanences de proximité, qu'une partie de nos locataires âgés, notamment par non-maîtrise des enjeux informatiques, ne recouvrent pas l'ensemble de leurs droits, et notamment sur les prestations autonomie et l'ensemble d'aides qu'ils peuvent bénéficier. Ensuite, c'est les accompagner dans peut-être une mutation de leur logement, parce qu'il y a quand même des enjeux d'avoir des logements plus accessibles, plus adaptés à leurs besoins.
Je ne pense pas simplement à la question de l'espace, c'est aussi d'avoir des logements sur lesquels vous pouvez ouvrir vous-même la porte, sur lesquels les fenêtres sont adaptées, bon, toutes ces questions-là qui sont essentielles. Enfin, c'est aussi proposer et développer massivement ce qui existe déjà, ça s'appelle les résidences autonomie, c'est du logement social, individuel, qui s'appelle du logement accompagné, puisqu'en fait, il y a du personnel à demeure dans ces logements, et notamment pour des repas, mais aussi pour de l'animation socioculturelle, qui est une réponse en fait sociale, qui est différente de la réponse privée que vous connaissez des résidences seniors. Nous avons beaucoup de résidences autonomie, et très clairement, nous avons beaucoup de nos locataires qui vivent sous le seuil de pauvreté. Mais c'est un moyen de les maintenir dans des territoires. C'est un moyen de ne pas avoir juste la réponse de l'EHPAD. Nous sommes par ailleurs propriétaires d'EHPAD. Les bailleurs sociaux sont propriétaires de plus de 300 000 places d'EHPAD. Donc, si je ne dis pas d'erreur dans ce chiffre, que je vérifierai quand même, mais c'est à peu près ça dans ma tête. Donc, on voit bien la dimension qui est liée à l'EHPAD, mais il faut évidemment trouver des logements qui répondent à ces enjeux du vieillissement sans perte d'autonomie. Et aujourd'hui, pour nous, ça va être une mission essentielle. Alors, c'est des négociations avec la CNAV, avec les CARSAT pour beaucoup de financement d'opérations. C'est aussi d'essayer d'être à l'écoute des projets de territoire sur le sujet. Et c'est notamment de ça là dont on a parlé au congrès HLM. Certains avaient proposé que MaPrimeAdapt ait un volet HLM. Sur ce sujet, je ne peux pas dire que nous n'avons aucune aide, puisque nous avons des aides liées aux exonérations de taxes sur les fonciers bâtis, la TFPB. Nous pouvons avoir des soutiens par la CARSAT ou les CARSAT ou la CNAV. Nous avons parfois des soutiens par les collectivités et les départements. Donc, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, MaPrimeAdapt, ça pourrait avoir peut-être l'idée que ça soit simplifié et plus lisible. Je pense que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les bailleurs puissent afficher des objectifs en fait, par rapport à leur public âgé et de notre qualité à les soutenir et les prendre en compte. Néanmoins, pour faire ça, il faut être autorisé à avoir du personnel de proximité. Et c'est là un enjeu assez particulier, c'est qu'en même temps, les élus locaux, ils ont raison, nous demandent du personnel de proximité, de la gestion urbaine de proximité, travailler sur la tranquillité des résidences, savoir accompagner nos locataires. Nos organismes de contrôle et le ministère du Logement a tendance à nous dire diminuez vos personnels de proximité et baissez vos dépenses de fonctionnement. Je pense qu'à un moment, il faut aussi assumer un choix qui est qu'on n'accompagnera pas des publics fragilisés sans être humains et sans personnel compétent pour les accompagner. Je pense que les bailleurs sociaux peuvent faire une partie des choses. Il y a d'autres compétences qui relèvent plutôt des enjeux médico-sociaux. Mais en tout cas, sincèrement, nous ne saurons pas le faire si c'est simplement nous demander de mettre de la domotique et quelques gadgets dans les logements. Je ne crois pas que c'est comme ça qu'on pourra accompagner le vieillissement de la population, qui est une révolution démographique pour nous tous et qu'on doit évidemment prendre en compte. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour tous ces éléments et pour avoir attiré notre vigilance sur la loi de finances. Je crois que nous serons évidemment tous très attentifs à cette situation parce que dans cette commission, le logement est évidemment une question extrêmement importante. Donc, je vais donner la parole aux orateurs de groupe. Donc, on va commencer par Lionel Tivoli pour le Rassemblement national. Donc, 4 minutes. Questions, réponses comprises. Oui. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Notre pays connaît de multiples crises, mais il en est une qui constitue une véritable bombe sociale potentielle. Il s'agit bien évidemment de celle du logement. Malgré cette situation dénoncée par les professionnels du secteur et dont les conséquences se font sentir au quotidien par nos concitoyens, aucune prise de conscience sérieuse n'est opérée par nos gouvernants et aucune mesure d'envergure ni structurelle n'est prise. À l'intérieur de cette crise du domaine du logement, au sens large, s'en niche une autre qui touche plus spécifiquement le logement social. La problématique principale est bien sûr la pénurie, comme pour le logement de manière globale de ceux de nature sociale. Près de 2,7 millions de demandes sont en attente pour 2024, ce qui constitue, il faut le dire, un record absolu. Mais il faut bien évoquer un aspect qui est trop souvent mis à l'index et pourtant essentiel à la compréhension du problème. L'offre ne peut pas être illimitée et bien évidemment, elle est bien évidemment nécessaire. Et via la priorité nationale, il faudrait conditionner davantage l'attribution des logements sociaux. Et je voudrais également évoquer ici un point qui est indissociable du sujet du logement social, à savoir le dispositif de la loi SRU qui impose à nos communes 20 à 25% de logements sociaux au sein de leur parc résidentiel. Alors, c'était conçu à l'origine pour rééquilibrer l'offre sur l'ensemble du territoire, mais ce mécanisme, en pratique,
et bien cause d'énormes problèmes, et notamment dans mon département où le foncier est rare, voire insuffisant. Il est dans ces conditions inadmissible que de nombreuses collectivités, plus d'une trentaine dans le département des Alpes-Maritimes en 2024, soient tenues de payer des amendes pour non-respect de ce quota. Alors promouvoir la mixité sociale, c'est une chose. S'acharner sur les communes, bien souvent tenues par des contraintes budgétaires strictes, en est une autre. Alors, Madame la Présidente, quelles sont vos pistes de réflexion pour mettre fin à ces situations qui sont bien souvent inextricables? Je vous remercie. Vous avez donc 2 minutes pour répondre. Monsieur le député, pour répondre à vos 2 questions, la première, vous imaginez que je ne partage pas votre point de vue, mais surtout le secteur HLM et les missions qui lui sont confiées, notamment par l'État, c'est de loger la France telle qu'elle est. Et donc, nous logeons l'ensemble des citoyens qui résident en France de manière régulière et qui répondent à des conditions de ressources et après, pour certains, de critères prioritaires comme le handicap, comme les violences intrafamiliales, comme le fait d'être un travailleur essentiel, qui est un des derniers critères, ou comme être pompier, par exemple, qui sont des critères plus récents. Donc, loger la France telle qu'elle est, c'est en fait loger, et nous, c'est ce que nous logeons, hein, c'est essentiellement des ménages aux revenus modestes, majoritairement actifs. On a aussi une part de ménages qui est un peu moins modeste dans la dernière catégorie. Mais aujourd'hui, très clairement, si vous visitez nos logements, vous retrouverez la France dans sa diversité et aussi dans la réalité aujourd'hui du travail. Et ce que l'on voit aussi, c'est des questions et notamment beaucoup de notre clientèle, si je peux parler ainsi, n'évolue pas pour des raisons notamment salariales qui n'évoluent pas du tout. Et pour revenir sur la loi SRU, une loi qui a maintenant plus de 20 ans, en effet, qui a été engagée pour rééquilibrer l'offre de logement social et éviter la concentration des logements sociaux sur l'ensemble des territoires. Moi, je connais certaines difficultés de communes qui ont des contraintes très fortes. Mais ce que j'aime toujours à regarder, c'est combien de permis de construire ont été accordés dans la même commune sur la même période. Et là, on se rend compte que d'une part, il y a en effet des communes qui, pour des raisons notamment littorales et montagnes, n'ont pas construit. Et donc là, il y a un enjeu. Et la loi prévoit leur exemption, une loi qui a été modifiée à plusieurs reprises. Et puis, il y a les autres communes qui ont construit beaucoup de logements, mais jamais de logements sociaux. Et là, il me semble que la loi doit s'appliquer telle que c'est prévu, telle qu'elle a été modifiée il y a maintenant, je crois, 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Merci beaucoup. Donc, pour Ensemble pour la République, Madame Anaïk Lemer. Merci Madame la Présidente Emmanuelle Cos. Donc je vais revenir en fait sur la première partie de votre prise de parole. Donc la question du logement est aujourd'hui plus que jamais une préoccupation centrale pour nos concitoyens. Nous traversons une crise profonde aux multiples facettes, exacerbée, il faut le dire également, par la flambée des prix dans le secteur privé et un changement d'usage concernant le logement. L'accès à la propriété et à la location devient chaque jour plus difficile, en particulier pour les classes moyennes et populaires. 70% de la population est éligible aux critères du logement social. Ceux qui autrefois trouvaient un logement abordable dans le privé se tournent désormais vers les bailleurs sociaux, pensant pouvoir trouver un toit auprès de ces derniers. Dans ce contexte, les listes d'attente s'allongent et les moyens alloués peinent à suivre le rythme des besoins grandissants. Besoin certes en logement, mais également, vous l'avez dit, en rénovation face aux défis écologiques qui s'imposent à nous. Cette situation exige une approche concertée où le secteur privé et public collaborent étroitement afin d'augmenter l'offre de logements, et notamment pour les plus modestes. Il s'agit de trouver un juste équilibre, construire plus, construire mieux, et le faire à un coût abordable pour tous. Ma question, Madame la Présidente, est la suivante. Quelles actions concrètes envisagez-vous pour renforcer cette collaboration entre le secteur public et le secteur privé pour répondre à la demande croissante de logements, tout en conciliant l'intérêt général avec le besoin pour les investisseurs de préserver une certaine rentabilité? Je vous remercie. Madame la Présidente. Alors, Madame la députée, tout d'abord, vous parlez de cette approche concertée entre secteur privé et secteur du logement social. Moi, j'y ajouterais et élus locaux. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui ne va pas, c'est qu'on n'arrive pas à contractualiser plus, notamment au niveau local, sur répondre aux enjeux des territoires, et notamment avec l'ensemble de ces plans locaux de l'habitat qui sont élaborés par les conseils municipaux, agglomérations. C'est ça, en fait, qu'il nous faut derrière. Et moi, c'est vrai que dans un moment de crise, en tout cas, nous, en tant qu'acteurs, si on était sollicités conjointement, notamment par les préfets et les élus locaux, pour des plans de mobilisation
à l'échelle territoriale pour regarder quels sont les programmes bloqués, quels sont les fonciers qui sont en mutation dans les 10 prochaines années. Les fonciers, par exemple, sur lesquels on pourrait construire si on arrive à les dépolluer grâce au fonds vert, et j'en ai pas parlé, mais c'est aussi une menace très forte dans la loi de finances. Si on regarde aussi typiquement sur les projets de réindustrialisation, et on l'est aujourd'hui dans certaines task forces qui ont été montées, comme vous en parlez, notamment il y en a une à Saint-Nazaire qui vient d'être élaborée, où tous les acteurs du logement sont autour des pouvoirs locaux pour discuter de notre capacité à répondre déjà au logement en fonction des salaires qui vont être pratiqués avec ces nouveaux emplois. Et comment est-ce qu'on va accueillir dans le locatif, dans l'accession, dans du temporaire? Parce qu'en fait, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est une multiplicité d'accueils pour des ménages qui vont rester 2 ans, 10 ans. On a les mêmes sujets sur l'accueil de l'ensemble des emplois créés, je pense, dans les Hauts-de-France notamment. S'il y a une construction demain, une relance du nucléaire, il faudra bien loger ces ouvriers. Donc je pense que c'est ça un des moyens. Mais aujourd'hui, on a perdu ce dialogue-là, notamment peut-être parce que l'État fait moins d'impulsion de ce type de partenariat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des élus locaux qui ont du mal à reprendre la main aussi parce qu'ils se sentent seuls. Et je dois le dire, enfin, on pourra en parler longtemps, mais la suppression de la taxe d'habitation, la suppression du lien entre le maire et l'activité de construire, ça a un impact énorme, y compris, je pense, psychologique dessus. Et par ailleurs, et je le tiens à le dire, l'évolution de la demande HLM, qui dans certaines régions a vraiment augmenté follement depuis 3 ans, y compris dans des secteurs sur lesquels on parlait autrefois de déprise ou de territoires détendus, elle est aussi liée à l'attrition du parc locatif privé. Et moi, vous le savez, on s'en est parlé toutes les deux, mais avoir un texte qui régule les locations touristiques, c'est pour nous un moyen de faire baisser la demande HLM et de j'ai perdu mes mots, mais vous avez compris ce que je veux dire, que le marché se calme en fait sur le sujet. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'axes de régulation sur ces questions-là. Merci beaucoup. Pour la France Insoumise, François Piquemal. Oui, bonsoir plutôt, Madame la Présidente et Madame Cos. Vous l'avez dit, je ne vais pas rappeler tous les chiffres, mais les demandes de logement public ont atteint un record avec 2,7 millions de ménages en attente. C'est plus 100 000 par rapport à 2023. Et les bailleurs sociaux peinent de plus en plus, paradoxalement, à répondre à la demande. Vous vous attendez même à finir l'année avec moins d'attributions que les 385 000 de 2020, qui était l'année Covid. Les agréments de production de logements publics, eux, en 2024, risquent d'être en dessous des 82 000, vous l'avez dit. Donc j'ai fait un petit calcul, il faudrait, à ce rythme, à peu près 33 ans pour répondre à la demande actuelle en logement public. Au congrès HLM de Montpellier, qui s'est déroulé du 24 au 26 septembre, les bailleurs sociaux ont souligné le manque de soutien des gouvernements successifs, en particulier depuis 2017, avec le ponctionnement de leurs recettes, en obligeant notamment à compenser la baisse des APL décidée par l'État. Avec la RLS, la réduction de loyer solidarité, ristourne accordée aux locataires concernés, mais qui coûte chaque année 1,3 milliard d'euros aux bailleurs. C'est ajouté à ça la hausse de la TVA sur les logements que vous construisez, qui s'est maintenue malgré les difficultés croissantes. De plus, et vous l'avez signalé, lors du précédent congrès HLM de l'année passée, il y avait eu une promesse d'1,2 milliard d'euros d'aide qui avait été annoncée par le gouvernement d'alors pour financer notamment la rénovation énergétique du parc social, mais qui a été gelée cet été. Et on pense qu'il y aurait seulement 150 à 400 millions d'euros prévus pour l'année qui seraient déboursés par l'État. J'aurais donc plusieurs questions pour vous. Dans le futur projet de loi de finances, on entend que la RLS pourrait passer de 1,3 à 1,8, voire à 2 milliards d'euros. Quelles seront les conséquences pour vous? Combien demandez-vous pour le logement social dans le cadre du PLF? Nous confirmez-vous l'urgence notamment de supprimer la RLS, d'augmenter les APL, de revenir sur les coupes dans le budget de la rénovation thermique du logement social? Confirmez-vous aussi qu'il est indispensable d'abandonner le PJL Casbarian, dont nous n'avons d'ailleurs pas beaucoup de nouvelles depuis la dissolution, mais qui continue de susciter des inquiétudes, puisque je rappelle qu'il prévoyait de permettre aux communes en retard dans leur production de HLM d'intégrer des logements intermédiaires, c'est-à-dire destinés à des catégories, et vous avez bien discerné les catégories qui sont en attente de logement, mais qui ne sont pas forcément prioritaires dans ce qu'on attend dans du logement social.
et donner aux maires le pouvoir d'attribution des logements HLM avec des risques de clientélisme clairement qui vont apparaître alors qu'ils existent déjà. Enfin, j'aimerais dire que je suis surpris par les propos de mes collègues du Rassemblement national qui visiblement sont pour le séparatisme vis-à-vis des 2,7 millions de ménages qui attendent un logement social aujourd'hui dans notre pays. Merci, Madame la Présidente. J'essaie de vous répondre en 1 minute. Moi, je ne sais pas comment on fait nos missions quand on nous enlève 14 milliards d'euros et c'est un décompte au bas mot. Donc, je vais dire les choses très franchement. Aujourd'hui, vous m'avez demandé ce qu'on est capable de répondre à la crise du logement et notamment de se porter acquéreur d'une partie des programmes privés qui ne trouvent pas preneur. On aimerait le faire. On l'a fait en partie. On a racheté environ 30 000 logements. La réalité, c'est que si on avait été plus financé, on aurait pu le faire beaucoup plus et notamment éviter l'effondrement des entreprises actuelles. Parce que ce qu'on ne dit pas derrière ça, c'est les plans sociaux énormes qui se font dans la fabrique de la ville, alors que ce sont des gens qui sont très importants dans les territoires. Donc aujourd'hui, si on veut répondre à nos missions, réhabiliter, loger, continuer à produire des logements qui répondent aux besoins d'aujourd'hui, oui, il nous faut de l'argent. Et il nous faut de l'argent pour le réinvestir encore plus. Je vais vous dire les choses assez sincèrement. Si on ne fait rien, on va devenir riche. C'est ça le paradoxe quand vous êtes dans le logement social. Si vous n'agissez pas, en fait, vous prenez des loyers et vous les dépensez pas. Nous, notre métier, c'est d'investir. Et d'investir pour répondre aux besoins des territoires. Donc oui, une RLS augmentée, ce n'est pas possible. Nous demandons sa suppression. Voir sa modularité. Et par ailleurs, nous voudrons retrouver une simplicité sur les taux de TVA, parce que comme c'était le cas jusqu'en 2017, où tout le logement social était au même taux de TVA, il n'y avait pas de discussion en fonction des programmes. Merci, Madame la Présidente. Pour le groupe socialiste et apparenté, Iñaki Etchaniz. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente de l'USH, cher Emmanuel Cos, je suis particulièrement heureux de vous auditionner cet après-midi dans la continuité du beau congrès HLM qui s'est tenu la semaine dernière et dans l'objectif de recueillir vos éclairages en prévision du projet de loi de finances qui, j'en suis sûr, permettra un débat fructueux autour du logement et pour le logement. Vous l'avez rappelé, le manque d'offres de logements abordables se renforce. Et je souligne ici quand même l'opposition du Rassemblement national à la régulation des meublés de tourisme qui participent à cette attrition. La situation est particulièrement inquiétante, tout comme la surdité du gouvernement aux nombreuses alertes du secteur. Depuis 2017, le secteur du logement social est inconséquemment affaibli, alors qu'il représente une solution indispensable, un filet de sécurité dans la crise que nous traversons. Affaiblir nos bailleurs sociaux est une décision coupable qui révèle le manque d'intérêt du gouvernement à l'égard de millions de Français mal logés ou contraints de renoncer à des projets de vie personnels ou professionnels. L'arrivée d'un nouveau gouvernement et de Madame Létard au ministère du Logement avec un ministère plein et entier suscitait l'espoir d'un sursaut, à force des alertes coordonnées des acteurs du logement. Mais le discours de politique générale que nous venons d'entendre laisse pourtant un goût amer. Si l'extension du PTZ est de notre point de vue bienvenue, le Premier ministre semble vouloir revenir au projet de loi Kasbarian 2 que nous espérions enterrer. Dans un remarquable exercice d'injonction contradictoire, il évoquait tout à la fois le chantier prioritaire du logement, tout en opposant des solutions sans effet ou inquiétantes comme le réexamen régulier de la situation des locataires des logements sociaux, qui est un faux débat, car déjà réalisé par les bailleurs. Pouvez-vous nous exposer les modalités sur ce sujet-là? Ces propositions semblent refléter une déconnexion tenace face aux urgences que nous constatons sur le terrain. Que vous inspire-t-elle? Le groupe socialiste, lui, se tiendra, quant à lui, toujours en défense du secteur du logement social et soulignera à l'occasion du PLS son indispensable place. Dans cette optique, mes questions sont les suivantes. Quel serait l'impact très concret pour les ménages de la suppression de la RLS et de la baisse de la TVA? Vous avez commencé à l'évoquer, vous pourrez développer, mais aussi, vous avez rappelé lors du congrès HLM, le retour sur investissement de l'État et l'effet levier de vos investissements de long terme. Pouvez-vous nous en détailler la nature? Je vous remercie. Madame la Présidente. Alors, la première chose, c'est qu'après 7 ans d'attrition des moyens de soutien au logement social et de fait aussi aux collectivités locales qui nous soutenaient, donc ça va quand même de pair, notre autofinancement, il a fortement baissé et je vous invite, si vous voulez des chiffres très précis, à lire ce qui s'appelle Perspective, qui est le document de notre banquier, la Banque des Territoires, chez qui nous avons 160 milliards d'euros d'encours
puisque notre modèle, c'est d'être endetté à long terme pour pouvoir financer les opérations, et qui rappelle que notre autofinancement a déjà baissé de plus de 5%, et ce qui explique en fait qu'aujourd'hui, nous sommes plus capables de faire face à une RLS augmentée, conjuguée à un taux du livret A qui a fortement augmenté, on n'en a pas parlé tout à l'heure, et des aides directes qui ont, elles, complètement diminué. On ne sait plus faire. Et si les choses ne changent pas, ce que dit cet opérateur, c'est que nous ne serons capables que de produire 70 000 logements par an et d'en rénover 130 000, ce qui est la fourchette très basse des rénovations, puisque nous avons fait des analyses qui montrent que pour rentrer dans les scénarios de la décarbonation tels que prévus par les engagements internationaux, il faut qu'on soit plutôt autour de 180 000. Donc, sans moyens supplémentaires, nous n'y arriverons pas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous n'avons pas besoin d'un texte de loi aujourd'hui. Nous avons besoin de soutien financier et de mobilisation politique et de soutien aux collectivités locales qui permettent de nous soutenir. Moi, je vais dire les choses très simplement. Ce texte de loi, il masquait en fait la pénurie d'une politique du logement. Donc j'espère justement dans cette nouvelle configuration, et en tout cas avec une ministre qui, elle, connaît extrêmement bien nos sujets, les a beaucoup défendus lorsqu'elle était au Sénat, avec beaucoup d'écoute. Nous espérons évidemment autre chose que ce texte de loi qui était pour moi extrêmement étriqué et qui était à côté des sujets qui aujourd'hui sont soulevés. Merci beaucoup. Pour la droite républicaine, Jean-Pierre Vigier. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente de l'Union sociale pour l'habitat, vous l'avez précisé, mais nous vivons une crise sans précédent dans le logement en France, avec plus de 2,7 millions de personnes en attente d'un logement social, dont beaucoup de travailleurs à bas salaire et des familles monoparentales. L'attente pour obtenir un logement social est en moyenne de 6 à 7 ans et en Île-de-France, elle peut atteindre jusqu'à 10 ans. Cette situation est devenue intenable pour des familles souvent en grande précarité. Bien que certaines avancées aient été faites en matière d'emploi, l'offre de logements sociaux n'a pas suivi, faute d'investissement. Et cette pénurie crée des difficultés croissantes pour les familles, et vous l'avez précisé. Aussi, une question simple, quelle est, selon vous, l'action, je dis bien l'action la plus urgente, ou la mesure la plus urgente à mettre en œuvre pour répondre à cette forte demande et ainsi améliorer l'accès au logement social en France? Je vous remercie. Voilà, une question précise et 3 minutes de réponse. Voilà. Il me semble, monsieur le député, notamment parce que vous parlez de cette pénurie et de cette urgence qui, par ailleurs, crée des malheurs sociaux, puisqu'en fait, on bloque des familles dans leur projet de vie, et notamment en termes de mobilité professionnelle, pour ces raisons-là. Parce que de nombreuses études nous montrent aussi le nombre d'emplois non pourvus aujourd'hui en raison d'un logement trop cher et la perte d'attractivité d'un certain nombre de secteurs, notamment, on le voit pour le service public de la santé, pour ces raisons-là. La vraie question, c'est qu'il faut, à mon avis, qu'en même temps, on soit capable de relancer de la construction et donc se poser des questions, mais urgentes. On a des outils. On a les établissements publics fonciers qui portent des fonciers. On a des élus qui ont des friches aujourd'hui qui demandent à être aménagées. Nous demandons depuis 4 ans de pouvoir bénéficier des procédures qui ont été mises en place pour la construction des villages olympiques qui nous permettraient d'accélérer les choses. Et on peut le faire en contractualisant, en ayant des vrais partenariats avec les élus locaux et les préfets. Je ne dis pas d'avoir des choses massives comme ça qu'on ne contrôle pas. On est capable aujourd'hui de lister tous les programmes de logement qu'on est capable de lancer. Ensuite, il y a quand même le sujet qui est de voir comment est-ce qu'on arrive à sauver des programmes privés qui, aujourd'hui, ne trouvent pas preneur pour des raisons d'accès au crédit notamment, pour accélérer, et évidemment qui nous permettrait quand même de relancer une partie de la production sociale. Il faut aussi qu'on arrive à construire plus vite sans perdre de la qualité, mais la question de ce qu'on appelle aujourd'hui la construction hors site, la construction en modulaire. Moi-même, en tant que présidente d'un organisme HLM, je l'ai déjà expérimenté à plusieurs reprises, en bois, avec des normes environnementales très bonnes, mais qui permet d'aller plus vite dans le chantier. C'est pas moins cher, mais on gagne 2 ans de chantier. Cette mutation-là, elle est très importante et elle nous permet aussi d'apporter des réponses plus rapidement. Et enfin, moi, j'ai essayé, je vais réitérer dans cette nouvelle mandature, je pense qu'il faut qu'on soutienne les primo-accédants. C'est quelque chose d'absolument essentiel. Je sais que ça a été discuté tout à l'heure, mais le prêt à taux zéro, qui permet d'aider les ménages qui ont le moins de patrimoine à un moment où les taux sont très élevés d'intérêt, il est utile notamment pour le primo-accédant. Parce qu'une fois qu'un primo-accédant est rentré et a pu accéder à la propriété, il va pouvoir aussi se sécuriser pour la suite. Je ne suis pas dans le schéma tous propriétaires, tous locataires. Ce n'est pas tant ça le sujet.
La question, c'est comment on arrive à soutenir notamment des jeunes actifs qui veulent se maintenir dans un territoire. Et donc, soutenir la primo-accession, les primo-accédants avec de l'accession sociale à la propriété, le développement du bail réel solidaire, le PSLA qui est du prêt locatif accession, c'est-à-dire qu'on est locataire, et ensuite on est accédant. C'est ce qui marche très bien dans le logement social. Si au lieu de faire les 10 à 12 000 lots d'accession sociale à la propriété par an, on pouvait doubler, déjà en faire 30 000, on répondrait à une partie de ces ménages qui sont aujourd'hui nos locataires ou qui sont demandeurs. Et ensuite, je pense aussi qu'on a un sujet sur lequel nous, on ne peut pas agir, qui est de retrouver du parc locatif privé à louer. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui, nous bouscule fortement, c'est que dans plein de régions, il n'y a plus rien à louer. Et donc, c'est un autre débat que je ne vais pas ouvrir ici, mais qui pose cette question-là. Merci beaucoup. Vous aurez l'occasion de compléter avec les autres questions. Donc, pour le groupe écologiste social, monsieur Boris Tavernier. Merci Madame la Vice-Présidente. Bonsoir Madame la Présidente. Avant toute chose, j'aimerais saluer l'action du mouvement HLM qui contribue sur le terrain, au plus près des gens, à la réalisation d'une promesse, d'un droit, le droit au logement. Rappelons qu'un Français sur 2 vit ou a vécu en logement social. Aujourd'hui, 11 millions de personnes vivent en logement social. Pour autant, les difficultés pour se loger dignement s'accentuent. Dans mon département, le Rhône, pour une attribution de logement social, il y a plus de 8 demandes. En France, plus de 2 600 000 ménages sont en attente d'un logement social. La situation est grave. Il y a ceux qui attendent un logement social, il y a ceux qui y résident. La vie n'est pas toujours simple pour les habitants. Selon les résidences, la liste des doléances pourrait être plus ou moins longue. Résidences dégradées, mal entretenues par ici, ascenseurs en panne qui tardent à être réparés par là. Là-bas, ce sont des incivilités. Ici, un gardien d'immeuble qui n'a pas été remplacé. Autant d'éléments qui nuisent au quotidien. Parallèlement, les bailleurs sociaux doivent mener des investissements lourds mais nécessaires pour mener la rénovation urbaine et la transition écologique. Face à ces différents enjeux, les moyens mis sur la table par l'État sont clairement insuffisants. Néanmoins, j'aimerais lors de cette audition ne pas limiter mon propos au logement. En effet, l'action des offices HLM ne se cantonne pas qu'à cette seule mission de loger de manière digne et à prix modéré. Acteurs de proximité, les bailleurs sociaux permettent à des quartiers de tenir debout. Ils leur permettent de tenir debout en investissant de nombreux champs d'action. Les bailleurs sociaux contribuent par exemple au développement économique des quartiers, évitant que ces derniers ne deviennent des déserts. Ils traitent des questions de sécurité pour permettre à leurs habitants de vivre dans un environnement plus sûr et serein. Parfois, bien seuls ou précurseurs, ils soutiennent la vie associative des quartiers et les 1001 initiatives citoyennes qui voient le jour. Je peux en témoigner, VRAC, l'association que j'ai cofondée il y a plus de 10 ans, n'aurait jamais existé sans un bailleur social. Elle n'aurait jamais pu se développer partout dans le pays sans les bailleurs sociaux. Aujourd'hui donc, grâce à des bailleurs sociaux, ce sont des milliers de familles qui ont accès à une alimentation de meilleure qualité. Grâce à des bailleurs sociaux, ce sont des agriculteurs qui peuvent vendre leurs produits à un prix rémunérateur. Ainsi, est-ce que ces actions sur la sécurité, le faire ensemble, l'environnement, l'alimentation, bref, toutes ces actions qui vont au-delà du seul logement risquent d'être fragilisées et servir de variable d'ajustement par les offices HLM si des marges de manœuvre budgétaires pour le logement social en France ne sont pas retrouvées. Je vous remercie. Madame la Présidente. Tout d'abord, pour expliciter les enjeux économiques, je reprenais mes chiffres. En 2022, le logement social a investi 15,8 milliards d'euros dans l'économie, 10 milliards 7 sur les logements neufs, 5 milliards 1 sur les travaux existants et les rénovations. Et en effet, au-delà de cet investissement-là, c'est la gestion urbaine de proximité, c'est les groupements de sécurité, c'est l'accompagnement social, notamment pour une aide alimentaire. Et c'est, par exemple, ce que l'on voit sur les comptes rendus financiers que nous rendons sur notre rôle dans les quartiers en politique de la ville, hein, où nous bénéficions d'un dégrèvement de TFPB, de taxes sur les fonciers bâtis, et nous devons rendre des comptes aux collectivités. Pour 1 euro reçu de dégrèvement, c'est 3 euros engagés par le bailleur social. Donc en effet, il y a un effet levier. C'est aussi lié au modèle HLM, qui sont des sociétés qui ont une lucrativité limitée ou nulle et que l'ensemble de leurs ressources est réinjecté dans l'activité. C'est d'ailleurs comme ça que nous sommes encadrés, ce qui justifie aussi que nous ayons des aides publiques puisqu'on nous demande un service très précis, des loyers qui sont précis, un certain nombre de missions sociales sur lesquelles nous sommes soutenus. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de maintenir ce niveau d'investissement. C'est-à-dire que les loyers des locataires HLM doivent servir d'une part à porter les travaux et donc à être meilleurs, parce qu'en effet, il y a aussi des territoires où on n'est pas encore au niveau du confort d'habiter, à répondre aux enjeux globaux et aussi les réinvestir. Mais je dois aussi dire les choses qu'on ne peut pas tout faire. Par exemple, aujourd'hui,
on nous demande parfois, notamment sur certains sujets, de prendre en compte des mesures qui relèvent en fait du service public national, notamment de la police publique nationale. On nous a déjà demandé de financer les tenues des forces de l'ordre dans certains quartiers en politique de la ville au titre des exonérations de TFPB. Ce n'est pas possible. Je pense qu'il faut faire très attention. Et pourquoi on nous le demande? Parce que souvent, nous sommes le seul acteur économique du secteur. Et je pense que là-dessus, il faut évidemment qu'on soit très attentif à la limite entre nos obligations, nos compétences et celles qui relèvent de missions de service public. Pour le groupe démocrate, Madame Louise Morel. Merci Madame la Vice-Présidente, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, chers collègues. Il y a quelques instants, Madame la Présidente, vous mentionniez le fait de trouver un parc locatif à louer. Et j'aurais aimé aborder avec vous la question des logements vacants qui demeure un enjeu majeur, notamment dans les territoires où l'offre de logements sociaux peine à répondre à la demande croissante. J'ai trouvé un chiffre, en 2020, c'est l'Observatoire des territoires qui nous dit qu'il y a 91 400 logements vacants sur l'ensemble des communes de France métropolitaine et des Outre-mer. Pourtant, c'est un paradoxe frappant, puisque d'un côté, la crise du logement frappe de nombreux ménages, et de l'autre, on a ces taux de vacances qui sont importants, y compris dans les zones en tension. Et sur ce sujet, je voudrais plus particulièrement aborder la question des contentieux successoraux et des indivisions prolongées. Ces contentieux successoraux, d'après un rapport de l'Inspection générale de la justice en 2021, c'est les dossiers qui sont parmi les plus complexes et les plus chronophages à traiter. Il y a des milliers de biens qui sont à l'abandon, certains depuis des décennies, qui engendrent nuisances pour le voisinage, qui freinent la revitalisation de certains quartiers, notamment en milieu rural. Et de plus, certains sont également des immeubles dont la réhabilitation devient coûteuse avec le temps et qui pourraient être des logements sociaux. Avec quelques collègues, on mène des travaux pour apporter des réponses à ces blocages en facilitant la sortie des indivisions conflictuelles pour permettre une réponse plus rapide à ces successions. Mais il me semble crucial, et je suis heureuse que vous soyez là aujourd'hui, de mieux comprendre comment ces mesures législatives pourraient s'articuler avec les initiatives que vous portez. Et je souhaiterais vous poser rapidement 3 questions. La première, c'est comment votre union pourrait agir avec les collectivités et les services domaniaux pour mobiliser les logements vacants, notamment ceux issus des successions conflictuelles ou vacantes, pour les intégrer dans les parcs de logements sociaux. La deuxième, c'est est-ce qu'il existe déjà des mécanismes en place ou à l'étude pour faciliter l'acquisition ou la gestion de ces biens par les organismes HLM? Et enfin, quelle piste l'Union sociale pour l'habitat entrevoit-elle pour mieux anticiper ces situations de vacances prolongées, et quels leviers pourraient être activés pour accélérer la remise sur le marché de ces logements afin d'accroître l'offre locative? Je vous remercie. Madame la Présidente, pour 2 minutes. Madame la députée, vous soulevez une question qui est évidemment réelle, qui est très importante. Alors, nombre de logements vacants, sujet très compliqué, puisqu'en fait, ils sont identifiés notamment par des déclarations fiscales, avec une difficulté, c'est que tous ces logements-là ne sont pas propres à l'habitation. Et aujourd'hui, on voit que pour avoir une vraie vision du nombre de logements vacants, il est absolument nécessaire que notamment les collectivités et des services de l'habitat qui travaillent beaucoup sur l'état des logements, puisqu'une partie n'est pas propre à la location aujourd'hui ou même à la vente. Néanmoins, c'est un sujet, et notamment sur les indivisions. Alors, il y a des territoires où c'est un sujet ancien avec des dispositifs législatifs particuliers, c'est notamment la Corse, où on n'a toujours pas réglé l'ensemble des indivisions. Et ça pose énormément de problèmes, vous le savez, sur la question de la reprise des centres-bourgs et des réhabilitations, sur lesquels nous, bailleurs sociaux, on est quand même un peu en difficulté. Néanmoins, il y a quelques possibilités déjà existantes qui peuvent être intéressantes. D'une part, aujourd'hui, quand vous cédez un foncier bâti ou pas à un bailleur social, vous avez des avantages fiscaux, notamment sur la plus-value, qui est une mesure qui a été portée la première fois par le sénateur Repentin à l'époque, aujourd'hui maire de Chambéry. Et je vous en parle parce que fin 2025, ce sujet n'est pas renouvelé, et nous avons d'ailleurs déjà sollicité certains parlementaires pour les appeler là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est très intéressant pour pousser justement des propriétaires à céder pour la création de logements sociaux. Ensuite, la vraie question qui peut se poser à terme, c'est les enjeux de l'usage du droit de péremption, en lien avec ce que vous dites sur les domaines, avec une question qui est l'évaluation du bien et de son prix. Puisque, vous le savez, mais les élus locaux le disent aussi, on a des questionnements sur la manière dont les prix parfois sont évalués au domaine, et un manque de compréhension et de transparence des chiffrages qui sont sortis des domaines. Et en soi, ça mériterait qu'on ait des questions, vraiment un travail d'enquête pour mieux répondre à cette question. Alors, pour le dernier orateur de groupe, pour le groupe UDR, Alexandre Allégret-Pilot. Merci Madame la Présidente.
Madame la Présidente, bonjour. Je vous prie de m'excuser par ailleurs si le sujet a déjà été évoqué, parce que je suis arrivé un peu en retard. J'ai constaté que les chiffres de l'INSEE montraient une tendance à l'augmentation de la durée moyenne des séjours en logement social en France. En 2010, elle est de 6 années et demie. En 2017, elle est de 7,6 années, donc une faible incrémentation en 7 ans. En 2020, elle passe à 8,5 et en 2022, elle est de 9 années. Comment expliquez-vous cette augmentation de près de 50% de la durée de séjour avec une accélération forte depuis 2017 ? Schématiquement, les bénéficiaires peinent-ils davantage à sortir de la précarité depuis 2017 ou bien est-ce que la politique d'attribution des logements sociaux et de suivi des bénéficiaires a évolué ? Je vous remercie. Madame la présidente. Alors, monsieur le député, on pourra vous donner ces chiffres, puisqu'en effet, on analyse le taux de rotation dans le logement social, qui n'a jamais été aussi bas, on va dire les choses telles qu'elles sont, puisqu'il est à 7,3 en 2023. Il était au-delà de 12% en début des années 2000. Vous pouvez croiser cette courbe, en fait, avec le prix du logement et les enjeux de l'accession à la propriété. C'est-à-dire qu'on a des périodes où la mobilité est beaucoup plus forte dans le parc social. Et c'est plutôt à chaque fois qu'il y a plutôt des reprises de production de logements globalement. À chaque fois que la production de logements s'effondre, la mobilité s'effondre avec. Alors, je vous l'ai dit, en moyenne, on était au-delà des 450 000 attributions par le passé. On avait quand même pas mal de ménages qui pouvaient rester dans le logement social mais aller dans un autre secteur. Et puis, un grand nombre qui sortaient du parc social, notamment vers de l'accession ou du parc locatif privé. Là, ça s'est évidemment fortement réduit. Cette chute de la mobilité, elle est constante depuis 2016, en fait. On l'observe depuis ce moment-là et elle est évidemment extrêmement inquiétante. En matière d'attribution et de contrôle des locataires, d'une part, et je le redis parce que parfois certains peut-être font semblant de l'oublier, mais les bailleurs sociaux sont soumis à des obligations très claires. Tous les ans, nous devons interroger nos locataires sur leurs revenus. Ils doivent transmettre leur avis d'imposition. S'ils ne le font pas, on doit leur appliquer d'office ce qui s'appelle un surloyer, comme s'ils étaient dans des dépassements de revenus très élevés. Et donc, c'est fait tous les ans. C'est un coût pour le bailleur social. C'est une enquête sociale qui est réalisée sur une grande partie des locataires. Les seuls locataires qui ne sont pas enquêtés, c'est les locataires qui logent dans le logement dit PLAI, le plus bas, qui sont des personnes qui ont des revenus inférieurs à 900 €. Donc, mais la question du revenu et du surloyer est extrêmement importante, notamment pour voir comment se comportent nos locataires et aussi pour mettre fin à des histoires de locataires qui n'avaient pas à rester dans le parc HLM, qu'on a connues par le passé, qui sont quand même des choses un peu révolues aujourd'hui. Mais c'est notre rôle de contrôler et de rendre des comptes d'ailleurs à l'État sur le sujet. Ensuite, la vraie question, c'est l'adéquation entre les logements que l'on a attribués et les demandeurs. Et c'est aussi pour ça que j'ai parlé de très forte restructuration à terme du parc HLM. C'est qu'on a des logements qui vont se libérer, mais on a aujourd'hui une demande très forte de logements de petite taille. Et on n'a pas toujours ces logements-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on refait matcher une demande et une offre qui est parfois un peu décalée, parce que notre offre, elle correspond aux formes des familles d'il y a 30 ans, et ce n'est plus le cas aujourd'hui. D'où la nécessité de nous aider à muter, et notamment à restructurer, c'est-à-dire c'est ce que font beaucoup de bailleurs, qui amènent par exemple... dans des immeubles qui font 4 étages, on amène un ascenseur, on enlève des pièces, on passe de T4, T5 à des T2, T3 avec des recalculs. Le bailleur perd de la recette locative à cette occasion, mais il a un logement qui est beaucoup plus en adéquation avec les besoins et qui permet de répondre plus rapidement. Pardon, madame la présidente. Merci beaucoup, madame la présidente. Donc, nous allons passer aux orateurs individuels. J'en ai 3 pour l'instant. Messieurs Buchou, Naillet et Roland. 4, 5. Bien. Alors, pour le premier, je vous rappelle que c'est 1 minute et vous répondrez, madame la présidente, tout à la fin. Monsieur Stéphane Buchot pour Ensemble pour la République. Merci madame la vice-présidente, madame la présidente de l'USH. Vous disiez tout à l'heure que vous souhaitiez loger la France telle qu'elle est et donc répondre aux besoins des ménages les plus modestes. Moi, je voulais vous interroger sur une situation un peu singulière qui est celle des territoires littoraux.
Là où on a une inconstructibilité à 180 degrés, sans parler des territoires insulaires bien évidemment. Moi je viens en plus d'un département, la Vendée, où le niveau de salaire, vous en avez parlé tout à l'heure, est un des plus bas de France, où le taux de résidence secondaire dans ma circonscription oscille entre 60 et 70%. Un foncier de plus en plus rare et donc de plus en plus cher, de fortes réticences à construire en verticalité. Je terminerai par une culture prégnante de la maison individuelle. Tout ça pour vous interroger à partir de ce constat sur quelles sont ou quelles seraient vos préconisations et le cas échéant vos priorités pour que justement on puisse loger la France telle qu'elle est et répondre aux besoins des ménages les plus modestes. Merci beaucoup. Monsieur Frédéric Weber pour le Rassemblement national. Bonjour Madame la Présidente de l'USH. Selon vos services, en 2016, le taux financier des impayés des bailleurs sociaux s'élevait à 8,3%. Lors de votre dernier rapport de 2022, après notamment le Covid, il y avait une forte accentuation de ce taux. Est-ce que vous pouvez nous faire un point de situation sur 2023 et 2024 ? Est-ce que cette situation s'est encore dégradée ou est-ce que la situation s'est améliorée concernant donc le taux d'impayés ? Merci. Pour la France insoumise, monsieur François Piquemal. Oui, Madame la Présidente, une question, vous l'avez souligné, une des difficultés que rencontrent les offices HLM, c'est la forte demande de 2,7 millions de ménages. Est-ce que, et vous avez dit qu'on le devait aussi au parc privé, au manque d'offres, mais est-ce que ce manque d'offres n'est pas, selon vous, lié à la cherté du logement et des loyers ? Je vous prends un exemple que je connais bien, toulousain. En 10 ans, augmentation des loyers de 20% parce que refus d'encadrement des loyers. Et parallèlement, plus 70% de demandes HLM sur la métropole avec 42 000 demandes à l'heure actuelle. Est-ce que vous voyez une corrélation entre les deux ? Et deuxième question, là aussi un exemple toulousain mais qui pourrait être généralisé, une demande de 75% de PLAI sur l'ensemble de l'agglomération pour seulement une offre de 29% sur les agréments. Que faire ? Monsieur Philippe Naillet pour le groupe socialiste et apparenté. Oui, merci Madame la vice-présidente. Madame la présidente, vous connaissez très bien la situation du logement aidé, bien sûr, dans les Outre-mer aujourd'hui, pour les départements, régions d'Outre-mer comme pour les collectivités d'Outre-mer. La demande de logement aidé est estimée à 120 000. Chez nous, les enjeux sont multiples très rapidement. Il y a le sujet de la production, il y a le sujet également de la réhabilitation. Nous avons un parc ancien. Et puis, il y a aussi un autre sujet aujourd'hui, c'est comment on protège le bâti par rapport aux conséquences du réchauffement climatique. Donc, c'est une situation qui est extrêmement inquiétante d'un point de vue objectif, mais ce qui nous inquiète davantage aujourd'hui, c'est que, comme ça a été évoqué par les collègues, nous connaissons maintenant les plafonds de dépenses pour le projet de loi de finances, et nous sommes extrêmement inquiets puisque sur la mission Outre-mer, il est prévu une diminution importante du programme 123, c'est le programme où il y a la ligne budgétaire unique. Donc voilà, moi je voulais avoir votre position, quelles recommandations ou actions, bien sûr, que vous pourriez faire avant le débat législatif, et puis d'une manière générale par rapport au logement chez nous, et vous ne pensez pas qu'il serait également important pour les Outre-mer qu'on puisse être représentés dans des instances, je pense à l'ANRU et je pense à l'ANA en particulier. Merci. Monsieur Vincent Rolland pour la droite républicaine. Merci Madame la vice-présidente. Madame la présidente, n'existe-t-il pas une incohérence entre le zonage tel qu'il est proposé aujourd'hui et la réalité du terrain, puisqu'il se trouve que j'habite dans une circonscription où dans certaines communes, le prix du logement n'a rien à envier, malheureusement, à la région parisienne et Paris même, et il se trouve que ces communes sont dans un zonage qui ne permet pas aujourd'hui de sortir des opérations et surtout de répondre à la demande de logement de personnes qui ne cochent pas les bonnes cases pour être accompagnées dans ces logements. Monsieur Stéphane Vogetta pour Ensemble pour la République. Qui n'a pas fermé son micro ?
Voilà. Merci Madame la vice-présidente, Madame la présidente de l'USH. Cette fois-ci, on passe des Outre-mer à l'étranger, mais en fait, en tant que député des Français de la péninsule ibérique, je voulais attirer votre attention sur un sujet particulier qui est le fait que de nombreux Français, en particulier retraités français, décident de s'expatrier non pas par vocation ou par goût d'un paysage plus ensoleillé, mais souvent du fait de la difficulté à trouver un logement abordable en France, et ça s'applique particulièrement aux petites retraites. Donc ces personnes vont trouver, notamment au Portugal, en Espagne, en Grèce, en Thaïlande, des conditions de vie avec un coût de la vie beaucoup plus faible qu'en France. Mais un jour, tôt ou tard, ces personnes doivent rentrer. Il y a 1,2 million de retraités français qui vivent hors de France, dont la moitié sont de nationalité française. Et ces personnes qui commencent, en tout cas pour les baby-boomers qui approchent des 80 ans, vont tôt ou tard rentrer en France, en particulier quand leur situation de santé va se détériorer. Ma question est double. Avez-vous déjà noté ou notez-vous déjà une recrudescence de demandes de logements sociaux de la part de ces Français de l'étranger de retour sur le territoire? Et deuxièmement, avez-vous mis en place des procédures adaptées à ces cas particuliers, en particulier en termes de documents justificatifs des revenus, puisqu'à l'évidence, ces personnes ne peuvent pas faire preuve d'un avis d'imposition français? Bien, je pense que tous les collègues qui souhaitaient poser une question ont pu le faire, donc je vous laisse répondre à l'ensemble des questions pour conclure votre audition. Merci Madame la vice-présidente. Je vais essayer d'être brève. Monsieur le député Buchot, vous avez parlé évidemment de la Vendée, qui est un territoire où on a beaucoup produit de logements sociaux et surtout d'accession sociale à la propriété. Et je pense que c'est pour cela que pendant longtemps, on a pu en fait répondre à une demande de logement en effet de ménages actifs qui ont des salaires bas. Enfin, nous, on connaît très bien cette réalité. D'ailleurs, on a des acteurs HLM vraiment anciens et de très bon niveau en Vendée. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on ne sait plus produire des logements pour ces ménages qui sont autour du SMIC pour plusieurs raisons. Cherté du foncier. Et c'est pour ça que je pense vraiment que s'il y a un truc à travailler collectivement, c'est l'encadrement des prix du foncier, comme on l'avait proposé dans le Conseil national de la refondation, parce que en fait, ça a pris une ampleur dans le coût du logement énorme, les coûts de la construction, et l'enjeu normatif supplémentaire, il se pose quand même. Et enfin, notre capacité à accompagner, notamment par le prêt à taux zéro, tous les modèles d'accession sociale. Par exemple, de l'accession sociale en maison individuelle, relativement dense, qui n'est pas dans l'étalement urbain, elle est intéressante. Si elle couture bien le tissu urbain, et c'est vrai qu'à un moment avoir dit le prêt à taux zéro, c'est que dans le collectif, c'est pas la maison individuelle, ça fait fi en fait de réalité territoriale et aussi de la manière dont il me semble, dont les territoires sont adaptés. Et c'est vrai que moi je pense que l'accession à la propriété pour la classe moyenne basse, qui veut avoir le choix entre du locatif et de l'accession, moi je pense que c'est ça la priorité. Parce que c'est eux en fait qui aujourd'hui n'ont pas de capacité à aller acheter au prix du marché et c'est vraiment un énorme problème. Et puis après, il y a évidemment les enjeux liés aux populations sur l'ensemble des littoraux qui vont plutôt vivre à une demi-heure, 1 heure en fait des littoraux où il y a souvent les emplois. On a été beaucoup sollicité notamment par le Pays Basque sur le sujet. Et c'est vrai qu'on a pu reprendre de la construction HLM, d'une part par des préemptions, ensuite par des portages fonciers avec les établissements publics fonciers d'État ou locaux, et ensuite par du bail réel solidaire, donc en accession, avec des dissociations, où on a pu reproposer dans des territoires qui étaient, d'un point de vue de prix, impossibles pour nous, on a pu y revenir. Donc moi, c'est vrai que c'est ces solutions-là aujourd'hui qu'on essaie de défendre. Après, tous les maires des littoraux, il y en a qui nous soutiennent beaucoup et qui nous demandent de venir plus, et d'autres qui ne veulent surtout pas de logement social. Et ça, c'est un autre débat que je ne vais pas ouvrir avec la question des résidences secondaires. Sur les impayés, on a vu une augmentation très forte des impayés au moment du Covid. Pour 2 raisons, c'est que d'une part, les agences ont été fermées au départ, puis après on nous a demandé de les réouvrir, et donc il y a eu des enjeux de paiement, et il y a eu très clairement, je pense, beaucoup de gens qui étaient en difficulté globale. Depuis ces 2 dernières années, les impayés sont relativement constants. On a vu beaucoup d'inquiétudes au moment de la crise énergétique où nos prix de l'énergie, puisque vous le savez, nous achetons au prix du marché, nos prix ont été fortement augmentés et au départ, le bouclier tarifaire avait oublié les bailleurs sociaux. Donc pour nous, ça a été une bataille en 2022-2023 très difficile. Ça reste difficile puisque malgré le bouclier tarifaire, il ne prend pas tout en charge. Donc les prix de l'énergie ont quand même été triplés pour l'ensemble des bailleurs sociaux à minima.
mais on n'a pas vu des impayés flamber. Ce qu'il faudrait qu'on voit là et qu'on n'a pas encore, parce que c'est des enquêtes qu'on a avec 1 an de retard, c'est l'impact de la dynamique du marché de l'emploi. Est-ce que ça se traduit justement dans les impayés ou pas? Il reste relativement modéré à l'échelle nationale. À la question du député Picmal sur la cherté des loyers, oui. De toute façon, la demande HLM a toujours été là où les loyers étaient les plus chers. Ce qui change un peu la donne dans la demande HLM actuelle, c'est qu'on a vu, là, depuis le Covid, on a une demande HLM soutenue dans les territoires dits tendus où les marchés immobiliers sont très élevés, mais on a une demande HLM très forte dans des territoires de forte activité économique. Des territoires qui ne connaissaient pas les temps d'attente, des territoires dans lesquels on pouvait avoir un logement social en 6 mois, non. Des territoires même parfois où l'État avait demandé à ce qu'on démolisse du logement parce qu'on avait une offre trop importante. C'est quasiment fini, on n'a quasiment plus de territoire où on est dans cette situation et c'est très lié à la mutation du marché global de l'immobilier et du logement, à mon avis, qui a expliqué ça, plus aussi le marché de la résidence secondaire, la double résidence, les enjeux liés au télétravail jouent aussi beaucoup sur la manière dont les Français vivent aujourd'hui. Et votre deuxième question, oui, très clairement, la demande majoritaire du logement social, c'est plus de 70%, c'est pour un logement au loyer PLAI, donc les loyers les plus bas, qui sont inférieurs à 6 € du mètre carré, qui est lié donc au revenu des gens, hein. Et la production, elle est autour de 30%. Donc oui, aujourd'hui, la demande, mais notamment parce que les élus locaux veulent une mixité de l'ensemble des programmes du logement HLM et donc ne veulent pas que des bas loyers. Ce qui a été fait il y a 40 ans et ce qui est aussi un problème puisqu'on a des territoires où on avait un loyer bas sur des centaines de logements et ça pose des questions. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'entre les revenus de nos demandeurs et les loyers de sortie, on n'a pas une adéquation totale entre ces deux questions. Et notamment, je le dis, on a des salariés un peu en lien avec la question du député Vogetta, on a des salariés qui nous demandent d'un logement, je l'ai dit tout à l'heure, à 60-62 ans, donc quand ils ont un revenu salarié, qui vont voir leur revenu baisser dans les années qui viennent. Et donc, ça pose aussi des questions, puisqu'on a aujourd'hui des travailleurs qui, demain, seront à la retraite avec des pensions de retraite relativement faibles. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se tournent vers le logement social dans la dernière partie de leur vie. Et ce sont des gens qui n'ont pas accédé à la propriété avant 60 ans. Mais en fait, ils n'y arriveront pas par la suite. Et d'ailleurs, pour revenir à votre question, monsieur le député, donc objectivement, on n'a jamais regardé le sujet des Français de l'étranger, mais maintenant que vous avez posé la question, on va le faire. Je ne suis pas certaine que nos statistiques permettent de vous répondre à cela. Ce qui est certain, c'est que nous avons sur le public senior deux choses. D'une part, de plus en plus de public qui n'a pas des retraites à taux plein et donc des gens qui ont des revenus faibles, modestes. Ensuite, et vous le savez, beaucoup de couples qui deviennent assez vite des personnes seules, puis il y a des décès, notamment avec la pyramide d'âge entre hommes et femmes, qui est une réalité chez nous. Et donc, on a beaucoup de veuves qui, parfois, n'ont que la pension de réversion. Donc, c'est un enjeu très clair de la pauvreté des publics seniors. Et c'est pour ça que notre Conseil social a rendu un avis sur ce logement des publics seniors pour le congrès HLM et qu'on pourra évidemment vous transmettre. Sur le zonage, monsieur le député, je partage ce que vous dites. Nous, on demande une revisite totale des zonages. En fait, ils sont obsolètes, mal adaptés, et c'est un carcan sur lequel, qui n'ont plus sens. Parce que vous l'avez dit, maintenant, on a des micro-marchés. Donc, on va être dans des zonages de la zone dite détendue, rurale et périurbaine, dans lequel il y a un micro-marché où on a des prix extrêmement élevés. Et toutes les aides ne correspondent pas. Vous avez les territoires frontaliers sur lesquels le zonage est daté. Moi, sincèrement, alors il y a eu en juillet, là, en urgence, il y a eu des revisites de zonage, mais avec une concertation extrêmement faible. Donc, on n'est pas au bout. Mais sincèrement, je pense que c'est un frein aujourd'hui sur la réponse et le financement des opérations. Très clairement, nous, c'est notre lecture et nous aimerions avoir une revisite totale des zonages, une simplification et une diminution du nombre de zonages, par ailleurs. Et enfin, pour répondre à l'outre-mer, parce que c'est un sujet en soi, et on pourrait, monsieur le député, avoir une audition que sur le sujet. La situation, elle est catastrophique. On va dire les choses franchement. D'une part, le logement social ne produit pas assez, ne réhabilite pas assez par rapport aux besoins.
les enjeux de demande en logement social dans l'ensemble des départements ultramarins extrêmement fortes, et en plus avec des questions démographiques réelles. Par exemple, aujourd'hui, très clairement, en Martinique, il faut absolument qu'on arrive à répondre au vieillissement très fort de la population, mais en même temps, il faut qu'on loge les jeunes pour qu'ils puissent rester vivre en Martinique. De la même manière qu'on a une demande très particulière en Guyane et à Mayotte, elles sont toutes très différentes. Donc on a une production qui est en retard. On a eu avec la LBU, la ligne budgétaire unique, le sentiment quand même d'avoir un financement qui était au long cours, y compris plusieurs fois, nous n'avons pas été en capacité de consommer sa globalité sur la production de logements sociaux. Mais ce n'est pas une raison, justement, là, pour l'amoindrir, parce qu'il y a quand même eu un effort très fort de restructuration des bailleurs, de réinvestissement des différents groupes, notamment portés par Action Logement et la Caisse des dépôts, pour que les bailleurs aient plus de moyens locaux. Donc on réinvestit beaucoup la question depuis 5 ans, ça a porté ses fruits, on avait augmenté la production ces dernières années. Là, cette année, c'est en train de s'effondrer. Donc, c'est d'une part, évidemment, un gros risque. Et d'autant plus que on a un sujet sur la production en Outre-mer, c'est que d'une part, on a une législation qui est nationale et métropolitaine et qui, objectivement, n'est pas adaptée aux enjeux. Et nous, ce qu'on porte, c'est la spécificité de la réglementation par territoire ultramarin, parce qu'en plus, on ne mélange pas les Antilles et l'océan Indien. On a des enjeux totalement différents. Et je vous le dis, y compris sur les questions de DPE, enfin, sur beaucoup de sujets où, franchement, on a des débats ubuesques aujourd'hui et sur lesquels, nous, on demande ça. Il y a une mission au Sénat qui a porté ces questions-là et je sais qu'ici aussi à l'Assemblée, ça a été le cas. Ensuite, on a la question des matériaux, parce qu'un des grands enjeux pour la production de logements de demain, c'est qu'on soit capable d'utiliser les écomatériaux du secteur et donc de travailler avec les territoires limitrophes qui ne sont pas français. Mais pourtant, c'est un enjeu majeur, parce que ce qui nous coûte aujourd'hui des trucs de dingue, c'est notamment en Guyane où on importe, enfin, on a du bois de Guyane qui repart au Havre pour revenir en Guyane pour être utilisé. Donc vraiment, je pense que là-dessus, il faut qu'on soit capable de sortir de ces carcans. Il y avait eu le plan logement outre-mer qui avait énoncé un certain nombre de mesures qui permettaient de sortir dessus. Bon, je ne vous cache pas que ça manquait un peu de... Enfin, le problème, c'est que pour engager ces plans, il faut avoir de la continuité gouvernementale. Ça a été très difficile ces 3 dernières années, vous le savez. Et aujourd'hui, nous, on appelle vraiment un plan d'urgence avec des mesures très simples. Le maintien de la LBU, l'accélération des programmations, l'assurance que les garanties financières sont apportées parce que les collectivités, dans beaucoup d'endroits, ne peuvent pas le faire. Et donc, ça bloque les bailleurs sociaux pour un certain nombre de sujets. Et ensuite, qu'on ait des préfets qui aient beaucoup plus de mobilisation sur le secteur. Et enfin, il y a la réhabilitation. Là-dessus, on va être très clair. C'est pour ça aussi que la bataille sur les crédits à la rénovation dans le logement social sont essentiels. On a en Outre-mer des patrimoines anciens qui ont été conçus avec une vision hexagonale, alors même qu'elle est complètement... pas ce qu'il fallait faire. Et donc, on a des patrimoines qui sont obsolètes, dans lesquels on vit mal et sur lesquels il faut qu'on arrive à rénover d'urgence. Et on est en retard. On est en retard sur les programmes de la rénovation urbaine, de l'ANRU. On est en retard sur des programmes de rénovation classique. Et c'est vrai que je ne vous cache pas que... nous, aujourd'hui, on souhaiterait que le logement en Outre-mer fasse partie des débats que vous avez portés sur la question de la vie chère, mais y compris que ça soit un des enjeux majeurs dans cette bataille-là. Et c'est vrai qu'on s'est senti un peu seul ces derniers mois. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour toutes vos réponses et vos apports et vos alertes sur différents sujets. En tout cas, je vous donne rendez-vous, chers collègues, demain matin à 9h pour l'audition du groupe Nexity. Bonne soirée à toutes et tous.